je dirais que oui, le nombre de cancers du sein est en constante augmentation ces dernières années. Statistiquement, on note qu'entre 1980 et 2000, on a eu déjà un doublement du nombre de cancers du sein en France, dans le monde également. Et entre les années 2000 et 2020, on a encore une augmentation d'autant. Si vous voulez, en gros, il y avait en 80, il y avait 20 000 nouveaux cas de cancer du sein en gros, 40 000 en 2000 et 60 000 pratiquement à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, le cancer du sein concerne une femme sur 8 au cours de son existence. Mais par contre, il faut savoir que même si le taux a augmenté, le pronostic s'est amélioré grâce au progrès des traitements et également grâce au dépistage qui permet de déceler des formes plus précocement. Donc en France, le nombre de décès par an, bien que le nombre de cas ait triplé en l'espace de 40 ans, le nombre de décès par an est globalement resté le même actuellement que dans les années 80. Le cancer est en augmentation. D'une part, du fait du vieillissement de la population, ça induit une augmentation d'environ 30% de cas de cancer, mais le reste de l'augmentation est lié à l'environnement. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été faite par André Cicolella qui montre qu'en fonction du niveau d'industrialisation des pays, le taux de cancer est totalement différent. Par exemple, en Belgique, vous avez chaque année statistiquement 110 nouveaux cas de cancer pour 100 000 habitants, alors qu'au Bhoutan, qui est un petit pays de la même surface aux confins de l'Himalaya, il n'y a que 5 cas par 100 000 habitants. Donc il y a 22 fois plus de cas en Belgique qu'au Bhoutan. Alors pourquoi? Ceci s'explique simplement par l'exposition aux facteurs de risque environnementaux. Donc les produits toxiques, les pesticides, les perturbateurs endocriniens avec lesquels nous sommes en contact à travers l'air, à travers les produits synthétiques et également dans l'alimentation. En effet, le Bhoutan est un pays qui est resté très naturel. Il n'a pas eu de révolution industrielle et par exemple dans ce pays, 95% de l'agriculture est biologique. Bonsoir à tous. Alors, merci pour cette question, Noëlla. Donc, bien évidemment, non. Comme on vient de le dire, le cancer du sein est une maladie qui est très fréquente, qui touche une femme sur 8. Mais heureusement, on estime qu'il y a uniquement 5 à 10% des cas de cancer du sein qui sont d'origine héréditaire, donc attribuables à une mutation génétique identifiée. Il y a des critères qui évoquent une forme génétique et c'est dans ce cas de figure qu'on va réaliser la recherche génétique. Donc il s'agit des cancers qui surviennent à un âge relativement précoce, donc généralement avant 40 ans, les formes bilatérales, quand il y a des antécédents familiaux nombreux, donc soit plusieurs antécédents de cancer du sein, soit un antécédent de cancer du sein chez l'homme ou des antécédents de cancer de l'ovaire, ou bien certaines formes histologiques particulières comme par exemple le cancer du sein triple négatif. Donc dans ce cadre-là, on pourra réaliser la recherche génétique, mais sinon on estime que c'est des cas fortuits dus à l'incidence de la maladie. Bonsoir Noëlla, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour cette question. Ça dépend des protocoles en effet, mais pour la chimiothérapie adjuvante, donc préventive de la récidive du cancer du sein, les protocoles que nous utilisons entraînent une alopécie. Donc ça dépend des produits. En particulier, la pyruvitine et la cyclophosphamide entraînent la chute des cheveux. Les Taxol, on est amené actuellement aussi à faire des chimiothérapies plus allégées dans les formes des cancers du sein HER2 plus inférieurs à 2 cm pour lesquels on peut faire de l'Herceptin et du Taxol. C'est un protocole qui reste à l'alopécie. Il y a quelques patientes, peut-être très rares patientes, qui ne perdent pas complètement leurs cheveux avec le Taxol, mais globalement, dans une situation préventive, la chimiothérapie entraîne la perte des cheveux. Cette perte des cheveux intervient à peu près
15-17 jours après la première administration de chimiothérapie et parfois avec la deuxième séquence du protocole, c'est-à-dire Taxol, après EC, donc épirubicine cyclophosphamide, on peut retrouver des patientes qui peuvent avoir leurs cheveux repoussés. Évidemment, quand on donne des conseils, donc c'est éviter le brossage des cheveux avec une brosse rigide, se laver avec des produits souples, prendre parfois des produits qui favorisent la repousse des cheveux et donc mettre de l'huile de ricin. Mais globalement, les chimiothérapies sont allopécisantes. Dans de très rares cas, oui, ça peut être irréversible parce que ça dépend de la qualité des cheveux, des autres pathologies, par exemple les femmes qui ont des hypothyroïdies, qui sont diabétiques, de la qualité donc des cheveux. Les femmes qui ont des cheveux fins déjà de base, qui ont des cheveux rares, peuvent retrouver les cheveux partiellement. Et donc, il y a des possibilités de faire des prothèses partielles des cheveux. C'est vrai que, en particulier le taxotère, donc c'est une des chimiothérapies que moi personnellement j'utilise très rarement actuellement, que ce soit en situation préventive et plus avancée de la maladie, parce que c'est effectivement un produit qui peut créer plus fréquemment une absence de repousse des cheveux. Et puis après, ça dépend également de l'historique. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je répondrai oui, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est un acte chirurgical. En tant que tel, elle peut entraîner des douleurs dans l'immédiat post-opératoire, la première 48, 72 heures. Mais pendant ces périodes, normalement, les patients ils sont hospitalisés, donc le contrôle de la douleur est très efficace. Et une fois qu'ils rentrent à la maison, les douleurs diminuent fortement et donc un analgésie assez légère, du style paracétamol, c'est plus que suffisant. Donc c'est douloureuse, mais c'est une douleur très, très contrôlable par les médicaments. Une chimiothérapie n'est pas proposée de façon systématique à tous les patients atteints d'un cancer du sein. Son utilité est appréciée en fonction du stade du cancer au moment du diagnostic et des facteurs de risque de récidive. Donc oui, effectivement, le lipofilling améliore nettement les reconstructions, que ce soit au niveau esthétique, pour l'aspect des résultats, mais surtout également au niveau fonctionnel. Ça améliore la qualité de la peau, que ce soit au niveau visuel, mais surtout au niveau du toucher. Ça améliore, avec l'aspect des adipocytes, un aspect d'amélioration de tissu cutané. Donc c'est vrai que le transfert graisseux maintenant est systématiquement proposé dans notre institut pour tout type de reconstruction. Donc c'est une étape qui est essentielle, que ce soit pendant la reconstruction immédiate, avec notamment le mini dorsal lipofilé, ou dans un autre temps secondaire, que ce soit à distance, mais c'est une étape qui est fondamentale en tout cas dans la reconstruction. Alors c'est vrai, les pilules qui associent des oestrogènes et de la progestérone entraînent une légère augmentation du risque de cancer du sein chez les patientes qui l'utilisent 10 ans ou plus, mais cette légère augmentation du risque, elle disparaît 10 ans après l'arrêt de la pilule. Donc oui, la pilule entraîne une légère augmentation du risque si elle est prise de manière prolongée, mais il ne faut pas oublier qu'elle offre une incroyable liberté en matière de contraception et aussi de nombreux avantages, notamment dans le traitement de certaines pathologies pelviennes comme l'endométriose. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Elle évalue régulièrement la sécurité et la balance bénéfice-risque des contraceptifs oraux. Et elle a conclu récemment que les bénéfices pour la santé excèdent clairement les risques pour la plupart des femmes. Donc effectivement, à 78 ans, on n'est plus concerné par le dépistage puisque le dépistage concerne les femmes entre 50 et 74 ans. En revanche, les femmes de plus de 74 ans représentent quand même un quart des cas de cancer du sein détectés chaque année.
et elle représente aussi 50% des décès en raison d'un diagnostic plus tardif. Donc la mammographie reste quand même pertinente pour les femmes qui sont en bon état général et qui ont encore plusieurs années d'espérance de vie. Parce qu'on sait que plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus on a de chances de le guérir et moins les traitements seront lourds. Alors, c'est faux. Les hommes possédant également des seins comme sont toutefois moins développés que ceux des femmes. Le cancer du sein chez l'homme est rare. Moins de 1% de tous les cancers du sein affectant les hommes. Il est important que les hommes, sachant qu'ils peuvent être concernés par ce cancer, notamment afin de ne pas négliger les symptômes. Oui, la chimiothérapie entraîne une baisse de la fertilité parce que ça agit sur les cellules primordiales ovariennes qui sont donc touchées par la chimiothérapie. On propose de ce fait une consultation de préservation de la fertilité pour toutes les femmes qui ont un désir de grossesse et pour toutes les femmes jeunes. Donc, il s'agit également des protocoles qui sont utilisés en chimiothérapie adjuvante parce que la préservation de la fertilité est proposée pour les femmes qu'on estime guérir de leur cancer ou éviter la récidive. Donc, c'est pareil, c'est la chimiothérapie par cyclophosphamide, par épirubicine et par taxol. Donc, la consultation de fertilité est proposée dans le but de préserver des ovocytes et de permettre aux femmes, une fois qu'elles ont terminé leur traitement et qu'on est à distance de ce traitement, pour celles pour lesquelles on peut se permettre d'interrompre un traitement anti-hormonal, d'envisager une grossesse. Et ce qui se pratique également, on propose un traitement par blocage, donc de faire la chimiothérapie sous un blocage ovarien. Donc on met les ovaires au repos pendant la chimiothérapie par des analogues pour pouvoir donc préserver d'une manière naturelle la fertilité. Moi, je dirais c'est faux parce que en fait, les prothèses mammaires sont un dispositif médical considéré à haut risque, risque de rupture, risque d'inflammation locale. Donc, en tant que telles, elles sont très surveillées par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Donc, il n'y a aucune étude qui montre une augmentation d'incidence de cancer du sein chez les patients qui sont porteurs de prothèses. Donc, faux. Le traitement hormonal de la ménopause ou le traitement hormonal substitutif entraîne une augmentation du risque de cancer du sein et ce risque augmente pour les utilisations longues, principalement après 5 ans. Mais le risque relatif est quand même faible. Et comme la pilule, il ne faut pas oublier que le traitement hormonal de la ménopause permet d'améliorer franchement la qualité de vie des femmes qui souffrent de bouffées de chaleur, de troubles de l'humeur, de troubles du sommeil et qui peuvent être vraiment invalidantes au quotidien. La prescription du traitement hormonal de la ménopause doit être discutée avec votre médecin en tenant compte de ces inconforts liés aux symptômes, de vos antécédents, mais aussi du bénéfice attendu. La surveillance se fera par un examen clinique annuel de la palpation des seins, plus une échographie endovaginale associée à un bilan sénologique par 2 ans à partir de 50 ans. Alors, c'est vrai. Il y a différentes professions dont on a remarqué que l'incidence de cancer du sein était plus importante que pour la population générale. Alors ça s'explique facilement pour les professions contact de pesticides, de solvants, d'hydrocarbures, comme les ouvrières du textile ou les techniciennes de laboratoire. Ça s'explique aussi pour les gens qui travaillent en radiologie avec le contact avec les radiations. De manière plus étonnante, on a remarqué une augmentation du taux chez les infirmières et chez les sages-femmes. Alors ceci peut s'expliquer par le fait que ce sont des professions qui travaillent de nuit et la perturbation du sommeil peut entraîner des perturbations hormonales au niveau de la mélatonine et indirectement
peut favoriser le processus de développement du cancer. Et il y a encore un troisième type de profession qui a été mise en évidence, c'est les professions à stress. Alors parmi ces professions, on peut inclure les enseignantes, en particulier donc, avec l'évolution de la société, c'est un travail qui est particulièrement stressant, mais aussi les professions libérales, des patientes qui ont des fonctions importantes, les avocates, les journalistes, et des cadres de ces professions libérales. Et peut-être que là, l'augmentation du cancer s'explique par le stress, les variations, les décharges de cholestérol. Mais il faut relativiser tout ça, il ne faut pas arrêter votre travail parce que vous êtes dans ces catégories socio-professionnelles. Tout ça, on note une très légère augmentation du risque de cancer et ça n'a rien à voir avec les autres facteurs par rapport auxquels on peut intervenir, le tabac, l'obésité, l'alcool et puis l'activité physique. Donc, ces professions existent, mais ne stressez pas pour ça. Alors, je vais répondre, ça dépendra des cas, mais en règle générale, en France, en tout cas, on n'a pas le droit légalement de faire une mastectomie préventive sur un sein non malade en l'absence d'arguments, notamment génétiques, ou bien lorsqu'il y a une surveillance, il faut qu'il y ait une surveillance radiologique difficile ou un antécédent de lésions à risque. Mais sinon, en dehors de ces trois cas de figure, on n'est pas autorisé à faire ce type de chirurgie, d'autant plus qu'il n'y a pas d'incidence, ça ne diminue pas le risque de récidive du côté non malade, puisqu'on sait que le risque de faire un cancer du sein du côté opposé au côté déjà atteint est plus bas que dans la population générale, il est de l'ordre de 10% versus 12% chez une femme n'ayant jamais eu de cancer. Et ça s'explique par les traitements adjuvants. Et oui, c'est vrai. On peut effectivement changer les reconstructions avec prothèse pour des reconstructions autologues, c'est-à-dire avec des tissus de notre propre corps. Et notamment, il y a deux possibilités qui sont offertes aux patients. La première, c'est une reconstruction exclusive avec la graisse qui a plusieurs limitations, si vous voulez, qui sont liées à l'anatomie de la patiente. Donc, pas tous les patients sont éligibles. Et les résultats esthétiques sont, si vous voulez, un peu limités. Par contre, il y a une autre technique qu'on a mis à point dans notre institut, c'est la technique du mini-dorsal lipophilaire. C'est une technique qu'on considère plus universelle. Il y a très peu de patients qui sont pas éligibles à cette technique qui permet effectivement de substituer une prothèse un corps étranger avec des tissus de la graisse et une petite partie du muscle dorsal et permet d'avoir des résultats assez satisfaisants, presque comme un sein normal. Et surtout, comme je dis, c'est plutôt universel. Il y a très peu de patients qui ne peuvent pas bénéficier. Donc oui, la réponse, c'est vrai. Alors c'est vrai, allaiter réduit le risque de développer un cancer du sein, mais il faut allaiter 1 an pour avoir une réduction de risque de 4%. Vous voyez qu'il faut allaiter vraiment longtemps pour avoir un bénéfice sur la réduction de risque du cancer du sein. Alors, c'est vrai, le tabagisme actif, mais aussi le tabagisme passif, augmente le risque de développer un cancer du sein. Par contre, l'arrêt du tabac, même après le diagnostic, réduit le taux de morbidité. En plus, en cas d'une intervention chirurgicale, assure une meilleure cicatrisation.
Vous m'entendez? Le lipofilling n'augmente pas le risque de faire un cancer du sein chez les patientes qui sont mutées. Comme je disais, nous avons réalisé à l'Institut une étude qui a été publiée dans une revue internationale qui permettait de comparer des patientes mutées qui avaient eu une mastectomie prophylactique et une reconstruction avec un temps de lipofilling. Et aucune de ces patientes n'avait développé un cancer du sein. Donc, c'est important de dire que le lipofilling n'augmentait pas le risque de faire un cancer du sein chez les patientes mutées. C'est une situation très particulière, une patiente qui a des métastases. On sait à l'heure actuelle que grâce aux traitements médicaux que nous avons, les oncologues peuvent traiter ces patientes pendant des années. Et il y a des métastases dont le pronostic à moyen terme est bon, avec un traitement qui permet d'avoir une qualité de vie satisfaisante. Donc ces patientes qui sont demandeuses d'une reconstruction mammaire, on ne peut pas leur refuser. C'est important de les reconstruire. Mais bon, bien sûr, il y a des situations où on a une évolution plus active de la maladie, des tumeurs plus agressives. Il ne faut pas faire une reconstruction mammaire à un moment donné où la maladie nécessite un traitement plus lourd. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que la situation soit stabilisée par les traitements médicaux pour envisager une reconstruction. Et la reconstruction mammaire n'augmente jamais le risque de récidive ou de métastase. Et elle est tout à fait licite chez des patientes, même qui ont des métastases, qui ont été traitées, les métastases ont disparu, ou même qui sont stabilisées et qui peuvent être stabilisées pendant très longtemps. C'est un traitement qui a des conséquences sur la vie des femmes, qui entraîne un vieillissement de la peau, qui entraîne des douleurs articulaires qui impactent sur la vie quotidienne, des troubles de l'humeur, une ostéoporose. Tous ces traitements sont difficiles à supporter, mais on doit accompagner la patiente de la manière la plus adaptée possible. Il est clair que les femmes qui ont un cancer du sein hormonosensibles, elles sont à risque de récidive. Et ces risques de récidive perdurent tout au long de leur vie. Donc, ça augmente année par année. Donc, il est très, très important la poursuite de ce traitement et donc la prise rigoureuse. On propose en effet une activité physique régulière, des techniques et des traitements des supports, l'acupuncture, des traitements antalgiques, un soutien psychologique. Actuellement, je recommande également une prise de comprimés ou de suppléments nutritionnels de collagène, mais parfois, je conçois que ça peut être un traitement qui est parfois difficile à supporter. Ce qu'on peut proposer dans notre service, des techniques aussi de lubrification vaginale par la luminothérapie. Pareil pour la perte des cheveux, une hydratation et un soutien psychologique. Et c'est vrai. C'est difficile parce que ça dépend du cas de figure, mais globalement, après une mastectomie, on ne peut jamais dire que le taux de récidive est nul, mais en tout cas, il est proche de zéro et on estime à peu près à 2%, mais ça dépend tout. Je parle du risque de récidive locale. Ça dépend évidemment de l'extension de la tumeur initiale, du type, de pas mal de facteurs. Alors, moi, alors c'est pas pour poser une question, mais c'est vraiment pour donner un témoignage de reconnaissance envers toute cette magnifique équipe chirurgicale et puis l'équipe entière de la clinique Réna. Donc moi, j'ai eu un cancer en juillet 2021. J'ai été suivie dans un autre établissement et j'ai pris la décision d'être opérée à la clinique. Donc j'ai eu une double mastectomie. Une première mastectomie sur mon sein malade et une autre mastectomie préventive de l'autre sein parce que j'ai une mutation BRCA1. Donc, je voulais vraiment remercier Dr Dubost et Dr Giovinazzo pour leur travail, leur bienveillance. Voilà, c'est les deux médecins qui m'ont suivi, mais je sais que toute l'équipe est comme ça. Donc, vraiment un grand bravo. Et puis, vraiment, toutes les patientes qui savent qu'elles ont une mutation BRCA1
et qui se posent la question d'une mastectomie préventive, n'ayez pas de doute, si j'avais su, je l'aurais fait. Le résultat est un peu long, il faudra peut-être quelques interventions, mais vraiment, le résultat est magnifique. Vous aurez une poitrine splendide, donc vraiment ne vous posez pas trop de questions et vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Voilà mon message d'espoir et puis de remerciement envers toute votre équipe. Donc le système dont parlait le docteur Achille, ça s'appelle de la photobiomodulation. Donc c'est un traitement par LED, donc c'est de la luminothérapie. Et ça va agir, en fait, on va utiliser différentes longueurs d'onde de la lumière. C'est un peu le même principe que dans certaines pathologies dermato, on utilise les UV, les rayons ultraviolets. Et ben là, on va en utiliser d'autres et ça va agir à différents niveaux de la peau et de la muqueuse, donc notamment dans les problèmes de sécheresse vaginale. C'est en fait le manque d'hormones et notamment le manque d'œstrogène qui va être responsable d'un amincissement de la muqueuse vaginale. Et grâce à la luminothérapie, on va réussir à stimuler par le biais des mitochondries. On va augmenter le renouvellement cellulaire, augmenter la vascularisation et donc augmenter la lubrification vaginale. Donc, il faut faire, alors ça dépend évidemment des machines, mais en tout cas, la machine qu'on a à l'Institut, il faut faire 6 séances assez rapprochées à raison de 2 séances par semaine, donc pendant 3 semaines. Et ensuite, c'est important quand même de continuer à faire des séances d'entretien tous les 2 à 3 mois en fonction des symptômes. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Aucun risque, aucun effet secondaire, ça fait pas mal, ça chauffe un petit peu mais ça brûle pas et on a vraiment des très bons résultats. Après il y a aussi un autre traitement qui peut être intéressant, c'est d'associer la luminothérapie à un lipofilling de la paroi vaginale. Alors ça on fait, donc ça se fait au bloc en même temps qu'un des temps de reconstruction et on peut aller en même temps qu'un lipofilling du sein, on peut aller injecter une toute petite quantité de graisse, une très fine couche qui va aussi, comme l'a dit le docteur Aucoq, en amenant des facteurs de croissance, ça va améliorer la qualité de la muqueuse vaginale. Toutes ces techniques peuvent être utilisées pour la repousse des cheveux, parfois, ça ne marche pas toujours, mais on l'utilise, et pour traiter les aftes, en effet. Donc, toutes les souffrances muqueuses peuvent bénéficier, en effet, de cette prise en charge. C'est vraiment très intéressant parce que ça n'implique pas un traitement médicamenteux avec des effets secondaires. Alors, c'est une bonne question. En fait, on sait qu'il y a à peu près une diminution de risque de 30% quand on fait une activité physique. Alors, quand on dit activité physique, on dit activité physique soutenue. C'est au moins 30 minutes par jour d'une activité physique soutenue, en plus du travail ou des activités ménagères qu'on peut faire. Mais il y a quand même une diminution de 30%, qu'on soit mince ou qu'on soit en surpoids. Le bénéfice, il est vraiment important. Ouais. Super. Alors, la luminothérapie, je précise que ça marche pour aider à redensifier les cheveux, mais ça ne va pas empêcher la chute des cheveux pendant une chimio. Ça peut l'accélérer par contre à la fin de la chimio et ça peut surtout augmenter la densité des cheveux, surtout pour les patients qui ont des traitements, des chimios orales ou des traitements au long cours. Après, si c'est une zone vraiment très localisée, j'ai pas d'expérience dessus, donc je peux pas dire si ça marche ou pas. Donc, c'est le risque de récidive et les caractéristiques de la tumeur. Donc, actuellement, il est clair qu'on fait 5 ans de traitement anti-hormonal au minimum. On a plus tendance d'aller vers les 7 ans parce que l'ensemble des études qui ont été faites s'accordent pour un traitement prolongé, du fait que les risques de récidive perdurent au fil du temps. Alors, évidemment qu'on va tenir compte pour arrêter le traitement
On tient compte des caractéristiques de la tumeur, de la taille, du nombre de ganglions atteints, de la tolérance aussi, parce que j'ai pour habitude de proposer progressivement une prolongation du traitement anti-hormonal parce qu'il est difficile de présenter d'emblée une durée au-delà de 5 ans. Donc, ça se discute avec la patiente en fonction de sa tolérance, en fonction des caractéristiques de la tumeur et des complications liées donc à ce traitement. Mais à chaque fois, il faut donc mettre en balance les bénéfices et les risques. Et on a actuellement des logiciels qui nous permettent d'estimer le risque de récidive au-delà de 5 ans et la nécessité de prolonger ce traitement. Notre philosophie à l'Institut du sein, vous avez entendu parler de la reconstruction. Sachez que pour nous, c'est vraiment un souci très important de la qualité de vie des patientes. Et en tant que chirurgien, nous pouvons agir à ce niveau-là. Nous faisons autant que possible une conservation du sein, mais lorsqu'une mastectomie est nécessaire, nous proposons quasiment systématiquement une reconstruction mammaire. Et c'est vrai que la nouvelle technique que nous avons mis au point depuis 5 ans est extraordinaire pour cela, parce que le mini dorsal lipofilé est une technique relativement simple pour les patientes. Ça rallonge peu la durée de l'intervention et ça amène un confort psychologique très important avec des résultats naturels. Et je voudrais terminer aussi en insistant sur un aspect qui nous tient à cœur, c'est une prise en charge globale des patientes, essayer d'accompagner les patientes dans cette épreuve, hein, qui est le traitement du cancer du sein. Donc nous sommes des médecins, vous avez vu l'équipe chirurgicale, Madame Machid, il y a Madame Decoq, il y a d'autres oncologues qui travaillent à l'Institut. Et il ne faut pas oublier le rôle aussi de nos autres collaborateurs à l'Institut, en particulier la kiné, qui est très présente auprès des patientes, qui leur donne beaucoup de conseils, et aussi de l'infirmière d'annonce et de la psychologue. Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire et toujours dans le but d'accompagner au mieux les patientes. Et pour terminer, je dirais que notre plus grosse satisfaction, c'est en fait que les patientes s'en sortent bien, qu'elles soient heureuses de notre prise en charge. Donc merci beaucoup pour tous ces témoignages sympathiques que vous nous avez donnés, parce que c'est ça qui nous donne de la motivation et qui nous permet d'aller de l'avant et de continuer dans ce travail. Merci à vous.